Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Bienvenue dans la toute dernière édition de ce journal pour la semaine. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi 6 juin 2025. Le président dominicain Luis Abinader, avec le soutien de 3 anciens chefs d'État, plaide pour la transformation de la mission kenyane en une mission de métier de la paix sous mandat onusien. Une lettre officielle a été adressée aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour alerter sur l'urgence. Selon les autorités dominicaines, la situation sécuritaire s'aggrave et le risque est réel de voir le pays basculer sous le contrôle total des gangs armés, notamment ceux réunis au sein de la coalition Vivre Ensemble. L'inquiétude monte après la récente décision des États-Unis d'interdire l'entrée sur son territoire à des ressortissants de 12 pays, dont Haïti, une mesure qui suscite de vives interrogations parmi les Haïtiens. Également au titre de ce vendredi, les députés français ont adopté une proposition de résolution invitant leur gouvernement à étudier le processus de restitution de la double dette imposée à Haïti en 1825. Le texte, porté par le groupe gauche démocrate et républicain, vise à reconnaître publiquement cette injustice historique, à en évaluer les conséquences et à envisager des formes de réparation. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Le président dominicain Luis Abinader, appuyé par 3 anciens chefs d'État, a réclamé une refonte de la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, appelant à sa transformation en mission de maintien de la paix. Lors de récents pourparlers organisés par le Conseil économique et social de la République dominicaine, une lettre en ce sens a été adressée aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, dont les dirigeants de grandes puissances, afin de mobiliser un soutien international important, jugeant la mission actuelle inadaptée face à la montée des violences et à l'emprise des gangs. Les autorités dominicaines plaident pour un engagement logistique renforcé. Elles craignent que les gangs dont Vivre Ensemble ne prennent le contrôle total de l'État et transforment le pays en une plaque tournante pour le trafic de la drogue, le terrorisme ainsi que d'autres crimes transnationaux. Le président Abinader a également souligné l'urgence de répondre à une crise haïtienne qui, selon lui, menace la stabilité régionale. Autre dossier qui domine l'actualité, la décision des États-Unis d'interdire l'entrée sur leur territoire à des ressortissants de 12 pays, dont Haïti, suscite l'inquiétude de nombreux observateurs. Certains redoutent les conséquences de cette mesure sur leur pays d'origine, tandis que d'autres s'interrogent sur son impact potentiel pour les personnes n'ayant jamais obtenu de visa américain. Beaucoup espèrent que les Haïtiens déjà présents aux États-Unis ne seront pas concernés. Pour décrypter cette décision et d'autres sujets liés à l'actualité américaine, notre collaborateur Richie Fortuné reçoit Pierre-Antoine Louis, expert en relations internationales. Pierre-Antoine, bonsoir. Merci pour disponibilité pour Métropole. Bonsoir Richie, c'est toujours un plaisir pour moi de commenter événements d'actualité pour Télémétropole. Vu disposition sévère ça que l'administration Trump lui-même li prend contre 12 pays ça notamment les pays d'Haïti, qui ça haïtien capable bien pour avec décision ça? Bon, président Trump prend une proclamation pour lui qui prend une décision qu'elle prend. Proclamation dit c'est une proclamation pour freiner l'entrée aux États-Unis de ressortissants de 12 pays qui ont une activité terroriste là-dedans, qui portent atteinte à la sécurité nationale des États-Unis et à la sécurité publique des États-Unis. Président Trump justifie mesures ça d'une façon juridique qui répond à certains critères que une décision de la Cour suprême des États-Unis était prise le président Trump a essayé de faire même bagarre là en 2017. Donc, le président Trump à l'école, il copie et puis il fait un argumentaire et il base ça sur plusieurs critères. Premièrement, il dit que
nombre d'Haïtiens qui recevront visa pour entrer aux États-Unis, il y a 31 visas touristes, B1, B2, il y a 31,38% de gens qui ne retourner en Haïti ou retourner aux États-Unis. Il n'est pas d'accord avec ça. Il y a 25,05% de gens qui recevront visa F, M et J. Ça, c'est visa, par exemple, pour les gens que le gouvernement américain a invité pour aller aux États-Unis, on dit où c'est une conférence aux États-Unis, un échange culturel avec les États-Unis, et puis les gens qui arrivent aux États-Unis, ils n'ont pas tourné. Le président Trump dit qu'il y a des centaines de milliers d'Haïtiens qui, pendant l'administration Biden, sont rentrés aux États-Unis de façon illégale. Il y a causé des problèmes dans des communautés aux États-Unis. Et ils prétendent qu'il y a quelqu'un là-dedans autour qui a l'impliqué dans des questions de crimes organisés qui posent des problèmes aux États-Unis. Il dit tout que l'État haïtien a un problème de partage d'informations avec les autorités américaines sur les questions identitaires en Haïti. Il dit à ce sujet, Haïti n'est pas capable de gérer les questions identitaires et que ça fait que il n'est pas quoi que gain sécurité dans le monde qui a sorti en Haïti pour venir aux États-Unis, que vous pas qu'on identité moun yo, pas qu'on qui est là dedans qui attache avec terroristes. Il dit tout que l'État haïtien a un problème de sécurité grave en Haïti. L'État haïtien n'est pas en mesure pour déployer les forces de police à travers le pays pour mater l'insécurité. Et puis, donc, le président Trump dit, tout bagage ça au fait que les États-Unis n'ont pas faire Haïti confiance. Donc, ils mettaient une restriction sur l'entrée aux États-Unis de citoyens haïtiens à partir de minuit, 1 minute dans la nuit du dimanche. Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 juin. Alors, le président Trump a fait des promesses de campagne. La PCA a des promesses. Et nous devons comprendre le 5 mai 2025, j'ai commenté dans la radio et télé métropole, que le président Trump a désigné, l'administration Trump a désigné groupe Grand Griffe, gang Grand Griffe, et puis Vivre Ensemble. Comme groupe terroriste. Organisation terroriste internationale, étrangère plutôt, organisation terroriste étrangère. Il a préparé le terrain pour faire ça le fait aujourd'hui. Il y a des gens en Haïti qui ont battu bravo, ils ont déclaré au terrorisme, ils ont dit qu'il faut faire attention à ça n'a dit. Il y a même le conseil présidentiel qui te prend un communiqué, au lieu de payer bouchon, il y a un communiqué, il y a salué la décision ça. Je dis à n'a vivre conséquence de décision ça. Donc, seule exception qui gagne, c'est par exemple un Haïtien qui détenteur de carte de résidence aux États-Unis. Justement, Pierre-Antoine, nous avons arrivé sous point ça. Nous attendons jusque-là attentivement sous question ça. Mais est-ce que nous ne pouvons pas dire que c'est normalement des gens qui ont toujours des difficultés pour joindre un visa pour entrer aux États-Unis, qui peuvent plus pénalisés par décision ça. Autrement dit, un monde qui est habitué à aller aux États-Unis, qui a un visa ou bien résidence, donc décision ça, il n'a pas gagné pour ouais avec lui. Bon, si vous n'avez pas un visa pour entrer aux États-Unis aujourd'hui, vous n'avez pas besoin. Sauf si vous êtes officiel de l'État haïtien. Ou bien ou son diplomate haïtien posté aux États-Unis, ou c'est un monde que les États-Unis invités parce que il y a un intérêt national des États-Unis pour inviter pour aller aux États-Unis. Mais si visa fini, ou aller un visa, ou pas dans la catégorie de monde, pas besoin. Donc, c'est une mesure qui est trop restrictive, qui n'a pas de mesure arrivée là, nonobstant. Tout ça, le président Trump dit qu'il est établi comme critère selon les lois des États-Unis. Il n'est pas nécessaire pour le président Trump priver dans le niveau ça, parce que, bon, il y a l'autre pays qui a un problème dans le monde, là, El Salvador. Il a déclaré un groupe El Salvador et Mara, c'est pour 13 comme un groupe terroriste. Mexique, il y a 6 organisations. Colombie, il y a 2. Donc, ça n'a pas fait de pays des pays terroristes, mais particularité haïtienne, non, selon le président Trump, c'est que l'État haïtien n'est pas en mesure
pour lui et assurer les États-Unis que moun k'ap rentre yo pour commettre des actes répréhensibles aux États-Unis. Maintenant, gon façon nous ka sorti dans cas comme ça, même pas participer peut-être aux questions à ce sujet. Mais Kounia, l'on des pays qui concernés justement par mesure ça, et est-ce que nous pas évoquer, mis à part de questions terroristes ou avancées là, en décision raciste quelque part? Bon, pays président Trump ciblé, ce sont des pays qui effectivement ont des problèmes de sécurité. Mais comme moi je dis, si le président Trump agi avec discernement, s'il n'y a pas de certaine hostilité avec Haïti en particulier, nous songeons, nous caractériser des Haïtiens qui vivent à Springfield, une petite ville en Ohio, que les Haïtiens ont dynamisé la ville là, je dis que nous mangent chien ou mangent chat, il y a un paquet de bagages qui passent, dans le premier mandat, il dit que Haïti est un pays de merde. Oui, on peut assimiler à une velléité raciste parce que Haïti et les États-Unis, c'est deux pays qui sont les deux plus anciens pays des Amériques. Haïti participait dans le maintien de la guerre pour le maintien de l'indépendance des États-Unis en juillet 1779 à la bataille de Savannah. Haïti facilitait la vente par la France du territoire de la Louisiane aux États-Unis, qui doublait le Sahara et en 1803 la superficie des États-Unis. Donc, si il y a un problème de pays européen, pour façon, le président Trump, et si c'est pour un bagage informatif, il a fait, il était capable de parler avec les dirigeants haïtiens pour le dire, mais quel problème il y a, nous connaissons un problème d'état civil. OK? Donc, nous avons un côté amélioration ça. Ça peut être pour me dire, le secrétaire d'État Marco Rubio, il y a 90 jours, après mesure à fin prendre, pour faire un rapport par le président Trump, pour démontrer qu'il prend contact, ou bien il est en contact avec les autorités haïtiennes, et que les autorités haïtiennes ont adressé des questions qui posent des problèmes pour les États-Unis. Et si les autorités haïtiennes ont rassuré les États-Unis qu'ils prennent des mesures correctives dans toutes les questions qui étaient soulevées, mesures-là sont supposées lever. Cependant, si, comme il y a tendance là actuellement, pour insécurité à augmenter, terroristes prennent plus de territoire, l'État plus acculé, plus pas capable de protéger territoire pays, les États-Unis ont fait durcir mesures vis-à-vis d'Haïti. Donc, dans 90 jours, et puis 180 jours après ça, Haïti a une opportunité pour montrer les États-Unis. Il y a jusqu'à 90 jours là, mais on n'est pas obligé de tendre. Mais comme nous connaissons en Haïti qu'il y a un problème de gouvernance, nous avons agi en pompier, ça pour faire ou pas faire. Donc, c'est la nuit là. Maintenant, pour l'autre bagage, nous voulons soulever. Mon paquet haïtien qui bénéficie du statut temporaire de protection temporaire, TPS. Le président Trump retire 6 mois là-dedans sur prolongation de 18 mois que le président Biden a jusqu'au 3 février 2026. Il coupe 6 mois, il dit qu'il a campé le 3 août 2025. Si vous avez un président Trump dit qu'il y a un terroriste en Haïti, il n'a pas fait mon gars sur Haïti confiance. Mais moun sa aux États-Unis qu'on y a là, la loi des États-Unis dit ou ba en protection pour parler de problème ça en Haïti. Donc ce qui base qu'on a dit que moun yo pas mérité TPS encore, contre dit tout. Donc moi crois que on avocat pas besoin de trop chevronner pour la tribunal pour dire que c'est une mesure arbitraire et capricieuse et sans fondement et que le président Trump légalement parlant pas qu'à écouter période de TPS là que le président Biden débat jusqu'au 3 février 2026. Oui, là, ça fait quelques mois déjà depuis nous avons assisté à un durcissement de mesures migratoires du côté américain surtout. Et c'est dans le même contexte là tout, nous avons gagné une sorte de bras de fer qui éclatait entre Donald Trump et Elon Musk. D'autre part, est-ce que, qui est issu, ou même véritablement, ou non seulement par rapport avec bras de fer ça, mais tout par rapport à la situation haïtienne aux États-Unis? Bon, par rapport à la situation haïtienne aux États-Unis,
L'autorité haïtienne a dû rapprocher du chef de mission à l'ambassade des États-Unis qui est Haïti pour entamer un dialogue. L'ambassadeur d'Haïti à Washington également, nous comprenons que le peut présenter l'aide de principe à président Trump, lui-même tout le capable de contacter le département d'État, le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, et puis pour Haïti, ouais, dans quelle mesure il est capable de répondre à certaines préoccupations que les États-Unis gagnent. Deuxième chose, s'agissant de Elon Musk, un pays va gagner deux présidents à la fois. Le président Trump, c'est un monde qui a une personnalité extrêmement forte, narcissique même. Elon Musk, autant, personnalité forte, narcissique même. Le président Trump, il a dit que c'est les politiciens qui sont plus puissants dans le monde là. Et Elon Musk, c'est le monde qui est plus riche dans le monde là. Donc, deux mondes, ça va coexister dans un système côté, il y a plus de pouvoir que l'autre dans le domaine. Alors, il faut nous dire que le président Trump était autour de 3 ans, on dit 3 ans, 8 mois dans le mandat. Le mandat président Trump l'a fini, il n'est pas président. Trump, Elon Musk, j'en dis là, monsieur dit, il pensait qu'il y a 40 ans encore pour le vivre. OK? Monsieur dans 50 années actuellement. Donc, je crois que il y a un intérêt de nous, puis on entend d'ailleurs. Il y a des gens dans le parti républicain qui fait nous parler, ouais, si nous entendre, mais pas résoudre parce que matin, le président Trump fait des déclarations incendiaires encore et Elon Musk répond ni. Et moi, je crois que, bon, au niveau politique, bon, c'est Trump qui a gagné, Trump est président des États-Unis. Il était bon job comme conseiller, et puis, bon, période là, fini. Trump a dit, Mounio, que la gouverner le pays, et puis, Elon Musk a demandé pour faire le faveur. Donc, il va le faire le faveur, il en a fâché. Donc, à court terme, court et moyen terme, c'est son cap gain. Maintenant, à plus long terme, Elon Musk, qui était un démocrate en vente, qui a voté pour le démocrate, il a décidé que 250 millions qu'il a dépensé pour Trump la prochaine fois, il a dépensé pour le démocrate. Il a décidé de faire ça. Mais moi, je crois que deux mounions ont fait preuve de pragmatisme, ils ont des intérêts communs à long terme. Et moi, je pensais qu'il va laisser jouer une façon pour sauver la face. Mais il est extrêmement difficile pour deux personnalités pour faire ça. Donc, son dossier que nous avons été suivre, Pierre-Antoine, et l'autre sujet d'actualité que nous avons un point de vue, sous lui, c'est concernant l'ETSA que Andy, président actuel République dominicaine, a parlé de Luis Abinader, ensemble avec 3 anciens présidents, sorti côté que, une nouvelle fois, ils ont demandé pour gagner une transformation de mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti, en une mission de maintien de paix, ils ont montré tout que la situation qui a développé du point de vue sécuritaire dans le pays, sont véritable menace pour eux en République dominicaine. Donc, qui j'en démarche ça, que yo initié une autre fois encore, capable, Andy, arriver à terme? Bon, en automne dernier, notamment immédiatement après la 79e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, les États-Unis d'Amérique, l'administration Biden, a tenté de transformer une mission de maintien de la paix. Et le 30 septembre 2024, la Chine et la Russie disent niet, ils sont pas d'accord, ça n'a pas fait. Ils ont dit, mission pour même faire pour l'île, pour même déployer, pour que ça peut transformer une mission de maintien de la paix. Maintenant, nous connaissons que la raison pour faire ça, c'est parce que la mission n'a pas gagné l'argent. D'ailleurs, c'est les États-Unis qui vont 200 millions de dollars. Initialement, son budget a été estimé à 600 millions pour commencer. Puis, il faut comme ça a été utilisé pour déployer l'Union, pour l'équipement. Et on va remarquer que même Kenya n'a pas déployer 1000 éléments qui ont été déployés dans le contingent. Il y a l'autre contingent qui n'est pas déployé. Et l'Union largement cantonné dans la base, notamment à l'aéroport international de Port-au-Prince et quelques éléments dans l'Artibonite. Il n'y a pas fait, pas de bagaille, il a fait, et situation d'insécurité pire. Il n'en a encore pas ici. Et en janvier, encore, en vente, Trump prend pouvoir comme président. L'administration Biden a essayé encore, l'échouer. Et je dis, les États-Unis, ce n'est pas sous perspective, ça. Perspective Marco Rubio, ou bien les États-Unis exprimés par Marco Rubio, c'est passé par l'intermédiaire de l'Organisation des États américains
pour pays dans l'hémisphère occidental, ça veut dire tout pays dans l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale et puis les Caraïbes, pour pays ça a aidé Haïti et à travers, vous supposez, une intervention du genre opération de maintien ou bien d'imposition de la paix. Bon, on n'a pas d'expérience ça, sauf en 1965, que ça a été fait, mais là, c'est une couverture juridique que les États-Unis étaient battus, que le passé par l'OEA pour aller en République dominicaine, pour intervenir dans la guerre civile qui était en République dominicaine en 1965. Donc, on n'a pas d'expérience pour faire ça. Et je ne pas croire que les Chinois avec Rousseau, j'ai dit là, le 21 avril dernier, lundi 21 avril, avant-dernière réunion du Conseil de sécurité sur Haïti, les Chinois ont dit qu'il faut qu'Haïtiens suspendent penser que la communauté internationale a une obligation pour résoudre le problème pour eux. Et puis il dit tout que les États-Unis, c'est un facteur de trouble en Haïti, que les États-Unis, il faut sinon toutes les avions sortis aux États-Unis, que le problème là, c'est un problème plus pour les États-Unis dans son arrière-cour, selon la doctrine de Monroe de 1823, que les États-Unis démerdaient pour trouver une solution pour Haïti. Donc, je ne sais pas quoi ça a changé au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ni je ne sais pas quoi que Trump qui dit les États-Unis ne peuvent pas plus comme pour opération de maintien de la paix, il ne va même les bailler encore avoir pour la mission de maintien de la paix pour Haïti. Donc, il n'est pas semblé, pas catégorique, mais il n'est pas semblé que y a un moment au niveau de l'ONU pour ça fait, pour transformer une mission de maintien de la paix. Au niveau des Amériques, non plus, pas parce que je ne sais pas le Brésil a l'estomac pour tourner ici encore après 13 ans que le a commenté MINUSTA. Je ne sais pas la Colombie, qui est parmi les forces armées les plus puissantes dans l'hémisphère là, le président Gustavo Petro a fait ça. Je ne sais pas l'Argentine. Bon, peut-être que l'Argentine, Javier Milei, président argentin, c'est un allié de Donald Trump. Est-ce que l'Argentine est capable de ce fait pour monsieur joindre quelque faveur de Donald Trump? Ou bon, ça va pour l'autre bagaille. Est-ce que l'Argentine a peut-être enclin à faire? Si l'Argentine a fait, qui l'autre pays qui t'a voulu peut-être contribuer et des éléments, peut-être El Salvador, parce que Nayib Bukele a une bonne relation avec son tout. Donc, c'est toute question ça pour nous garder. Et je ne sais pas qu'on a suffisamment de temps pour le faire. Donc, il n'est pas semblé que son bagage qui pourra le faire. Mais, bon, Américains ont un main pour OEA, Organisation des États américains, font un rôle qui est plus fouillé, même pas quoi que l'ONU lui-même va réussir à faire ça parce que la Chine est là aussi pour permettre ça. Justement, pour changer d'avis, pas changer d'avis. Oui, effectivement, surtout, nous constatons que dernière prise de position en République dominicaine, prise de position officielle, c'est toujours question sécurité en Haïti à cœur agité. Eh bien, merci infiniment Pierre-Antoine Louis pour disponibilité. Bon, son plaisir. C'est normal que la République dominicaine fait ça, nous partageons là avec eux. Et nous constituons une menace de sécurité pour eux, eux-mêmes qui ont des armes qui rentrent à Haïti. Donc, moi, comprendre que vous voulez une solution, Haïti a fait même bagarre là, mais une solution, ça ne va pas marcher. Merci et bonne soirée. Merci. Voilà, c'était avec nous l'expert en relations internationales, Pierre-Antoine Louis, sur plusieurs dossiers, dont la signature d'un décret par le président américain Donald Trump interdisant l'entrée aux États-Unis à des ressortissants de 12 pays, dont Haïti. Merci de votre fidélité à Métro News. La structure dénommée Solidarité des femmes haïtiennes journalistes a organisé ce vendredi une causerie autour des défis rencontrés par les professionnels de la presse dans le traitement des relations haïtiano-dominicaines. Les participants ont dénoncé les difficultés d'accès à l'information et le silence persistant des autorités haïtiennes sur le sujet, entravant leur travail. Ils ont également pointé du doigt les violations des droits et conventions bilatérales dans le cadre des déportations de citoyens haïtiens. La SOFEJ exhorte les autorités à assumer leurs responsabilités. Suivez ce reportage signé Rodolphe Firluy. Des journalistes haïtiens ont un rôle essentiel à jouer dans les relations haïtiano-dominicaines par rapport à la façon dont la République voisine traite nos compatriotes. Nous-mêmes, en tant que journalistes, nous appelons à faire de nos responsabilités qui c'est informer, partager, susciter intérêt auprès de l'autorité pour capable rendre le sujet ça d'abord sur table, mais aussi porter des résultats concrets pour la société. C'est un sujet d'intérêt général. La République dominicaine viole de manière systématique les droits fondamentaux de la personne humaine, y compris les conventions ratifiées entre les deux pays.
et frères nous avec sœurs nous avec une situation qui est difficile en République dominicaine, côté que nous connaissons femmes à violer, femmes à agresser. Donc nous, en tant que femmes, nous pensons que c'est vraiment une question qui doit mettre sous table là et renforcer vraiment l'importance mesdames dans la société. Les autorités étatiques, notamment le ministre des Affaires étrangères, depuis son accession à la tête du ministère, n'a posé aucun geste significatif, selon des responsables interrogés, pour changer la donne. Et nous demandons que pour être capable de vraiment renforcer les relations diplomatiques entre deux pays, comme ça nous comprenons que d'ailleurs nous sommes sur la même île, nous ne devons pas vivre tant que chien manger chien. Donc nous demandons que pour gagner vraiment de dispositions qui prend pour capable vraiment solutionner le problème ça. Parce que nous estimons que il y a des enjeux historiques qui auraient été campés devant nous comme une barrière, comme un mur qui cap vraiment camper tout ça que nous sommes capables de l'avancement de peuple. C'est-à-dire, c'est un appel à la sensibilisation d'abord. Plusieurs structures de la société civile et sociopolitique manifestent leur position et leurs préoccupations par rapport à la situation critique des Haïtiens en République dominicaine. Jusqu'ici, rien de concret de la part des autorités haïtiennes, alors que la République voisine poursuit sa chasse aux sorcières. Célébration du 101e anniversaire de la Direction générale des impôts. Une messe d'action de grâce a été réalisée au bureau central de l'institution au centre-ville. En dépit des circonstances difficiles, la DGI a déjà collecté plus de 51 milliards pour l'exercice fiscal en cours, souligne le directeur général Romuald Petit. Toutefois, il appelle à la dynamisation de l'institution en vue d'améliorer ses performances. Écoutons un extrait de ses propos. Au cours de la dernière décennie, l'administration fiscale est confrontée à de nombreux défis, qu'ils soient économiques, institutionnels ou technologiques. Le dysfonctionnement de ces structures en est un exemple manifeste. Cependant, la DGI a également réalisé des progrès significatifs. C'est ainsi que des efforts sont consentis dans la réforme modernisation. La numérisation progressive de ces services a permis une plus grande accessibilité et une plus grande transparence. À cet égard, la mise en œuvre et le déploiement continu du nouveau logiciel RMS, Revenue Management System, sont essentiels. Cependant, il est nécessaire de prendre en compte des contraintes telles que l'installation d'une nouvelle salle de serveurs, l'acquisition d'équipements informatiques de pointe, le recrutement de ressources humaines adéquates et compétentes et surtout une gestion rationnelle des ressources financières afin d'assurer le bon déroulement du projet et d'éviter de répéter les erreurs passées. Par conséquent, la DGI sollicite l'assistance du ministère de l'Économie et des Finances pour surmonter les contraintes imposées par la mise en œuvre du plan d'urgence pour le déploiement du RMS. La mise en œuvre d'une nouvelle loi organique intégrant des modifications à l'organigramme de la DGI, la restauration des points de perception dépourvus des équipements et instruments de collecte nécessaires à leur fonctionnement. Ces actions viseront à revitaliser toutes les structures dysfonctionnelles des agences locales des impôts, notamment celles de Trou du Nord, Limbé, Grande Rivière du Nord et Caracol. La mise en vigueur du code fiscal visant à moderniser le système fiscal. La lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. La fraude et l'évasion fiscale compromettent le respect des obligations fiscales. Outre la création de nouvelles structures de contrôle et d'enquête, des mécanismes de suivi et d'évaluation seront mis en place pour garantir l'efficacité et la transparence
du recouvrement des recettes de l'État. La lutte contre la corruption. À cette fin, la Direction générale a déjà sollicité l'intervention de la Direction de l'inspection fiscale du ministère de l'Économie et des Finances pour mener une inspection et un audit de tous les centres des impôts de la capitale, des directions départementales des impôts, des centres des impôts des villes de province et des agences locales des impôts. Ces entités n'étant soumises à aucune supervision de l'État depuis plus de 3 ans. La poursuite de la relocalisation de plusieurs centres de perception des impôts, notamment ceux de Delma, Croix des Bouquets, Cité Soleil ou Croix des Missions, Tabar, Léogane, la section d'immatriculation des véhicules et la direction des grands contribuables sans locaux depuis environ 3 ans. La lutte contre la squattérisation des biens du domaine privé de l'État. Cela permettra la reconstruction du cadastre de l'État en vue de sa revalorisation. Dossier Constitution, l'homme politique Vincent Serge du parti INIFOS appelle à une remise à plat de l'avant-projet de Constitution en impliquant davantage de secteurs. Invité à la rubrique Le Point ce vendredi, il a affirmé qu'en l'état des choses, la poursuite du processus serait une perte de temps. En constitution pays, pas qu'à faire n'importe quoi. Pas de problème pour nous faire notre constitution. Mais en constitution, il ne régit pas la République d'Haïti. Donc, on ne va pas décider de faire le contenu anti-clic, chita, en coin, en constitution pays. On va arrêter comme ça. Vous pensez que la constitution a chita avec toute la vie sociale du pays et qui pour garder de bons côtés et de mauvais côtés, et la classe politique et les secteurs privés et aussi tout secteur de la vie sociale. Donc, je pense que c'est ça qui est important. On va croire que les étudiants, les facultaires, donc ils sont supposés entrer dans le dossier, ça, faire des débats au niveau de l'université, regarder pour qui ça qui est bon, qui ça pas bon. Et aussi, les gens qui font droit, par exemple, les barreaux, et aussi tout ensemble des avocats font des débats quotidiennement, chaque jour, pour garder qui vont voter et pour chaque fois pour noter, pour de l'ensemble de ça qui est pas bon et de ça qui est bon pour fonctionner. Mais ce n'est pas juste une dictature donc, qui permet que nous passons tout un petit bobo et pour nous dire que nous faisons une constitution qui prend une décision pour ballon, pour nous brûler comme ça. Je pense ça. Je pense qu'il doit faire des débats, même si c'est des débats contradictoires, mais qui permettent que nous ayons une lumière sur la question de la constitution. Et la deuxième chose, je pense que la classe politique, il doit débattre autour de lui-même. Okay, autour de chaque parti politique et garder sa constitution qui est dit dans la constitution et qui est bon qui n'est pas bon et maintenant on a là le cas essayer d'adapter à ça qui est bon et puis on continue parce que c'est ça mais Jean Moya fait là et je pense que c'est une nouvelle faire constitution je pense que c'est on passe de temps que monsieur a fait là par rapport de l'insécurité ou que de tous les dossiers donc comme nous pouvons justifier ça mais c'est son passe de temps que son temps a fait passer. Pour refermer la page nationale de Métro News, l'Assemblée nationale française a adopté jeudi une proposition de résolution invitant le gouvernement à étudier le processus de restitution de la double dette imposée à Haïti en 1825 après son indépendance. Le texte, soutenu par le groupe Gauche démocrate et républicain, a été approuvé par 53 députés contre 9, principalement issus du Rassemblement national et de l'Union de la droite républicaine. Bien que non contraignante, cette résolution marque une avancée politique et mémorielle dans la reconnaissance des torts historiques subis par Haïti. Elle appelle notamment à reconnaître publiquement l'injustice coloniale, à en évaluer les conséquences sur le développement du pays et à envisager des formes de réparation.
Le texte recommande également la création d'une commission indépendante chargée de soutenir les démarches mémorielles et les initiatives de justice réparatrice entre la France et Haïti. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. À votre partir, le rappel des principaux titres à la une. Le président dominicain Luis Abinader, avec le soutien de 3 anciens chefs d'État, plaide pour la transformation de la mission kenyane en mission de maintien de la paix sous mandat onusien. Une lettre officielle a été adressée aux 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour alerter sur l'urgence. Selon les autorités dominicaines, la situation sécuritaire s'aggrave et le risque est réel de voir le pays basculer sous le contrôle total des gangs armés, notamment ceux réunis au sein de la coalition Vivre Ensemble. L'inquiétude monte après la récente décision des États-Unis d'interdire l'entrée sur son territoire à des ressortissants de 12 pays, dont Haïti, une mesure qui suscite de vives interrogations parmi les Haïtiens. Et puis jeudi, les députés français ont adopté une proposition de résolution invitant leur gouvernement à étudier le processus de restitution de la double dette imposée à Haïti en 1825. Le texte porté par le groupe Gauche démocrate et républicain vise à reconnaître publiquement cette injustice historique, à en évaluer les conséquences et à envisager des formes de réparation. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Un grand merci également à toute l'équipe de Métropole et a rendu possible cette édition. C'est le week-end, profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain. Bonsoir.